Alors bonsoir à toutes et à tous déjà, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Agorée des ruches. Merci d'être avec nous. Ce soir, nous recevons Philippe Grégoire, éleveur bovin et fondateur du SAMU agricole, une initiative née pour venir en aide aux agriculteurs confrontés à des situations de détresse. Philippe Grégoire, si vous vous souvenez bien, est déjà venu sur notre Agora en début d'année. À l'époque, nous avions pris le temps d'un long entretien, comme c'est souvent le cas dans cette émission, avec des échanges qui peuvent durer plus de 2 heures. Ce soir, le format est différent. Nous vous proposons une émission d'une trentaine de minutes consacrée à une réaction de l'actualité. Donc, il n'y aura pas le jeu de questions-réponses habituel. Désolée. Avec lui, nous reviendrons sur l'adoption récente de la loi d'urgence agricole, votée dans la nuit du 21 juillet à l'issue de débats particulièrement animés. Présentée par le gouvernement comme un texte indispensable pour renforcer notre souveraineté alimentaire, cette loi suscite pourtant de nombreuses interrogations, notamment en raison de la réintroduction de 2 pesticides très controversés. Cette réforme est-elle réellement la bonne réponse pour permettre aux agriculteurs de faire face à la concurrence mondiale? Quels défis rencontre aujourd'hui le monde agricole? Nous aborderons également les conséquences des vagues de chaleur sur les élevages, les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs au quotidien, ainsi que le rôle essentiel joué par le SAMU agricole auprès de celles et ceux qui traversent des situations parfois dramatiques. Bonsoir Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Donc, moi, je vais commencer mon intervention, bonsoir donc à tous, hein, pour dire que la loi d'urgence agricole, c'est des manœuvres qui sont faites chaque année pour mettre des petits bouts de pansement sur une jambe de bois et ne jamais aller au fond au cœur du sujet, le cœur du réacteur du problème agricole qui est le revenu des agriculteurs. Et donc, ils nous baladent avec le prix des carburants quand il y a un conflit, l'agribashing, les normes, et là maintenant c'est les pesticides ou les réserves d'eau, parce qu'il y a des sécheresses, il y a une sécheresse importante et il y a des incendies, sachant que les médias nous orientent là-dessus, mais l'incendie le plus gros, il est dans la trésorerie des exploitations, c'est là que le feu est le plus important, c'est dans le compte bancaire des agriculteurs, et ce depuis plusieurs décennies, puisqu'il n'y a pas de politique agricole digne de ce nom. Donc en fait, on prend des petits bouts et on va rien résoudre, parce que la question de fond, il y a d'autres pays et d'autres continents qui sont en train de s'organiser pour préserver l'arme alimentaire, leur souveraineté alimentaire et ne pas être dépendant trop de l'extérieur, puisque la nourriture, c'est la santé, et l'agriculture, les agriculteurs qui apportent la nourriture entretiennent en même temps les 30 millions d'hectares qu'il y a sur le territoire national. Donc il y a un rôle d'entretien des territoires, impact sur l'environnement suivant le choix des modèles agricoles qu'on fait. Et donc, tant qu'on n'aura pas une stratégie globale avec des agriculteurs qui reprennent la facture, qui sont maîtres de leur destin et qui ne sont plus les esclaves de l'industrie agroalimentaire et des grandes et moyennes surfaces, on peut toujours réintroduire des pesticides pour essayer de courir après les pays étrangers. Ça ne résoudra pas le problème puisqu'on est face à des pays. J'étais avec un Mexicain hier au téléphone. Ils sont payés 3-4 € de la journée, de l'heure. Hein. Je convertis les pesetos mexicains en euros. Ils sont payés, les ouvriers, 3-4 € de la journée. Et ils font, dans certains endroits, ils font 10 heures par jour jusqu'au samedi midi. D'autres endroits, ils font 8 heures par jour jusqu'au samedi midi. Donc, on peut réintroduire les pesticides, on peut faire des plans d'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'irrigation. Hein. Il y a des endroits où il y a besoin d'une politique d'irrigation, mais il faut adapter l'irrigation suivant les conditions pédoclimatiques et suivant les départements, le potentiel de sol qu'on a. Il y a des endroits où il faut irriguer, il y a des endroits c'est pas la peine d'irriguer parce que les potentiels sont trop faibles et ça va nous coûter une fortune de créer des réserves d'eau sur des sols qui sont pauvres et puis dans des régions qui sont très sèches. Il y a des départements qui sont très séchants. Vaut mieux planter de la vigne, vaut mieux laisser en prairie et puis mettre des animaux allaitants ou des moutons, ça coûtera moins cher à la société et ça rapportera plus à l'agriculteur parce qu'il ne faut jamais oublier que tout est subventionné. Le modèle agricole est subventionné totalement perfusé et quand on parle de 13% du budget des ménages, en réalité,
c'est plus de 26% du budget des ménages que vous payez. Parce que vous le payez à travers vos impôts par les externalités négatives euh, produites par le monde agricole, c'est-à-dire le traitement de l'eau, la santé, les maladies cardiovasculaires, l'impact, les cancers. Donc, aller vers plus de pesticides, c'est sûrement pas la solution. La solution, c'est justement de franchir des étapes, essayer de s'en passer par étapes et de créer un prix de souveraineté nationale et contrôler, nous, notre production agricole. Tout ce qu'on peut produire chez nous, on le fait avec un prix de souveraineté nationale, comme on va avoir besoin de réindustrialiser le pays avec nos PME. Et puis après, les échanges, si on a un rapport de force, on a un rapport de force intéressant et qu'on fait des partenariats avec d'autres pays qui veulent aussi sortir de ce modèle mondialiste, eh bien, on fait de la coopération entre les États pour vendre du vin, des céréales et tout. On peut faire le modèle de la coopération entre les États qui s'appelle l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, ou si on ne peut pas, parce qu'on est déséquilibré dans le rapport de force et on n'a pas la main, eh ben, on peut garder un bout de libre-échange sur les échanges qu'on va faire, mais qui seront des échanges à la marge, dans la mesure où on va rapatrier toute notre production chez nous. On peut produire, on peut être autonome en mouton, en viande bovine, en porc, en fruits et légumes. Il y a plein de domaines où on peut être quasi autonome à plus de 90%. Donc je ne vois pas pourquoi on se tracasse. Il faut tout simplement reprendre en main notre pouvoir, notre souveraineté, dire non, non aux traités européens, et puis à partir de là, ça ira beaucoup mieux. Et rémunérer les paysans, redonner la facture aux paysans pour que les paysans soient rémunérés à travers leur travail et non à travers des primes. Parce qu'à l'instant où je parle, c'est pour ça que la loi d'urgence sera un échec. C'est obligé qu'elle soit un échec, et je vous prends au mot. Vous pouvez m'interroger à la fin de l'année, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous verrez que ça sera un échec pour le revenu des agriculteurs, pour une raison simple, c'est que cette loi d'urgence, comme la création de nouvelles bassines pour irriguer et produire plus, ne résout rien. On garde toujours le rapport de force entre nous, l'agroalimentaire et la grande distribution. Et le rapport de force, comme il n'y a rien dans la loi d'urgence sur le revenu agricole, il nous revient 4 euros, 4,50 € sur 100 euros TTC quand vous faites vos courses. Ça veut dire que 4,50 €, il nous revient moins que le taux de TVA. Et je disais il n'y a pas très longtemps dans une émission, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on pourra rien faire. Mon épouse a été acheter un fromage l'autre jour, et j'ai pris soin de regarder le prix. Je l'ai ramené au kilo pour le comparer à 1 litre de lait, le prix d'1 litre de lait. Donc le prix je sais d'où il vient d'une coopérative auprès de chez moi. Donc les producteurs sont payés 43-44 centimes le litre, et le fromage qui est arrivé dans ma maison, ils revendent 10 euros le kilo, donc 10 euros le litre. Donc vous prenez 43-44 centimes, le lait qui a servi à fabriquer ce fromage, et encore je suis gentil, parce qu'ils ont retiré des éléments dedans, des protéines, il y a la caséine, 5 000 € le gramme, donc je ne l'ai même pas compté dans les 10 euros là, le kilo. Donc 10 euros le kilo, et nous 43 centimes. Donc tout pendant que ça sera comme ça, on ne pourra rien faire. On peut créer des lois d'urgence, on peut remonter des bassines dans tous les départements. Les gars, ils vont être contents, ils vont travailler plus, ils vont avoir l'irrigation, ils vont arroser l'été, ils vont travailler, au lieu de partir en vacances, ils vont arroser pendant 2 mois. Et au bout du compte, bah, il restera à l'agriculteur 4,50 € sur 100 € TTC. Donc on aura fait des ouvrages, on aura demandé aux contribuables de payer. N'oubliez jamais que les investissements, les bassines, les plans d'eau, c'est subventionné en gros à 45% par vous, par vos impôts. Tout comme le matériel est subventionné par vos impôts, les robots de traite sont subventionnés par vos impôts. Il y a une partie de la logistique qui est subventionnée par vos impôts. Donc le modèle, il est complètement perfusé de tous les bouts. Il y a deux perdants, le consommateur qui va dans le magasin, qui paye plein pot, puis il y a l'agriculteur qui, ses produits, pratiquement, il les donne. Et puis entre les deux, les souris dansent, l'agroalimentaire et la grande distribution, les Leclerc, les U, l'agroalimentaire, les Lactalis, Sodial, LDC, enfin tous les acteurs
bien connu. Et donc, les deux grandes solutions, il n'y en a pas 50, c'est développer les circuits courts, passer de 3 milliards d'euros à 10 milliards d'euros, c'est-à-dire reprendre sa facture à l'échelon des territoires avec les élus, parce que les élus, les maires des communes aujourd'hui, ils ont l'obligation de mettre en place des plans communaux de sauvegarde pour qu'on se nourrisse nourriture locale. Donc là, l'agriculteur peut reprendre sa facture, monter de 3 milliards à 10 milliards, c'est un objectif qu'on pourrait atteindre. Et le reste, puisque la ferme France fait environ 92 milliards, le reste qu'on fait, eh ben, faut tout simplement faire une organisation de producteurs par filière, une en cochon, une en lapin, une en lait, une en viande bovine. Et c'est cette organisation de producteurs-là, gérée par les agriculteurs, qui va gérer les volumes et qui va faire la facture à Lactalis et à nos coopératives. Puisqu'on sait les volumes consommés chaque mois en France, hein, on sait les besoins, ce qu'on a besoin, hein, les quantités, on les a. Donc c'est à nous de leur demander les quantités qu'ils ont besoin, c'est à nous de faire la facture, et eux, après, ils se débrouillent. Mais c'est pas à nous d'être les petits soldats et les esclaves de l'industrie agroalimentaire. Donc cette loi d'urgence, vous pouvez, sans problème, je suis sûr de moi, vous pouvez écrire mon nom, si vous voulez, partout, pour citer ce que je vous ai dit ce soir. Je vous annonce la couleur avant. Il y aura de grandes manifestations agricoles entre septembre et décembre organisées par la FNSEA. Tout le monde va être énervé avec des slogans: nous sommes en train de mourir dans nos fermes, la sécheresse, venez en aide aux agriculteurs. Les agriculteurs sont en train de crever avec cette sécheresse qui est très puissante. Mais la sécheresse, c'est pas la cause, c'est les conséquences. La sécheresse, c'est les conséquences, comme les abattages d'animaux qu'il y a eu l'hiver dernier sur la DNC, sur la tuberculose, sur la grippe aviaire, sur la grippe porcine. C'est les conséquences, mais la cause, c'est les 4,50 € sur les 100 euros. C'est bien le revenu, la cause. Alors la sécheresse, ça vient évidemment détériorer la situation, et ça vient détériorer une situation qui était déjà là avant, puisque depuis plusieurs années, depuis environ 5 ans, on est à 260 000 euros d'endettement moyen par exploitation, et là on est passé plutôt à 270-275 000 euros d'endettement moyen par exploitation. Donc ça, c'est une situation qui est née en gros surtout à partir de la PAC de 92, hein, à partir des années 90, 92-2000, avec l'accélération du modèle néolibéral, du libre-échange. Et plus on a de libre-échange, plus les paysans sont ruinés, quoi. Ils sont mis en compétition avec des pays qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et le pire, c'est que les agriculteurs de ces pays-là ne gagnent pas d'argent non plus, hein. Ça profite juste à ceux qui font le commerce. Ça profite à une petite équipe qui fait le commerce. Et les 860 millions de paysans dans le monde, globalement, ne gagnent pas bien leur vie. Nous, on estime chez nous en France, 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Il y en a 18%, oui, c'est vrai, qui tirent leur épingle du jeu, qui gagnent bien leur vie. Alors, on peut retrouver des grands céréaliers, on retrouve les vignobles, les gens qui commercialisent eux-mêmes, le champagne, le Beaufort, le Comté, des appellations comme ça. Il y a 18% à peu près des agriculteurs qui sont au-dessus de 2000 euros mensuels. Mais sinon, l'immense majorité est en dessous le SMIC brut, avec un endettement important, avec un âge moyen de 51 ans et 4 mois, donc un vieillissement de la population agricole, pas de renouvellement des générations, parce que les fils et filles d'agriculteurs, ils ont vu leurs parents galérer, donc ils n'ont pas envie de mettre leurs enfants. Alors certains, vous remarquerez, certains prolongent jusqu'à 65-70 ans, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas fini de rembourser les emprunts, donc ils prolongent l'activité, ou ils mettent dans le nom des enfants qui sont double actifs pour éponger les dettes. Et puis, à l'heure où je vous parle, comme la situation se dégrade, on a quand même 2 700 000 hectares en friche en France. Et quand vous voyagez, je vous demande de jeter un œil, vous pourrez vérifier ce que je vous dis, quand vous roulez sur les routes ou les autoroutes, vous regardez de temps en temps sur les côtés et vous allez voir de plus en plus de terres qui ne sont plus cultivées. Ça commence à s'observer un peu partout, hein, un peu dans tous les départements.
Tu peux nous détailler, les mesures de cette loi? Bah, les mesures de cette loi, c'est de allonger de réintroduire par dérogation l'acétamipride et l'autre produit pour traiter les cerises. Et puis c'est donner le feu vert, libéraliser, assouplir les réglementations pour déposer des permis de construire pour des élevages géants. Voilà. Par exemple, type poule pondeuse, la ministre de l'Agriculture fait croire que les élevages, on manque d'œufs en France. Alors a dit la loi d'urgence, du plomb, dans cette loi, il y a une facilité pour obtenir les permis de construire des grands élevages. En gros, c'est une facilité pour passer en force, pour plus qu'il y ait d'opposants à ces grands projets. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, ils disent on manque d'offres en France, il faut absolument cette loi d'urgence pour que les agriculteurs, on les laisse travailler et qu'ils puissent monter ces bâtiments. Mais elle n'a pas dit la vérité, madame la ministre, que je respecte, madame Genevard. Je vais vous dire, ça va vous choquer. Les œufs, ils nous les payaient 8 centimes d'euros. Vous entendez bien? 8 centimes d'euros l'œuf. Voilà la réalité de comment étaient payés les éleveurs. Alors maintenant, ils n'en trouvent plus. Alors ils sont remontés à 9 centimes d'œufs. Bon, mais c'est pas 9 centimes d'œufs qu'il faut, c'est 12 ou 13 centimes minimum pour amortir un bâtiment et donner 2 000 € par mois à un éleveur. Voilà la réalité. Ils nous donnaient 8 centimes. Alors elle va favoriser pour qu'on remonte des grands élevages. Ça va se faire, il y en a qui vont tomber dans le panneau, ils vont y aller, mais ils vont remonter des grands élevages, mais pour pas gagner d'argent. Donc, en fait, c'est l'agro-industrie, l'agroalimentaire qui a la manœuvre, qui va remonter des grands élevages et essayer de convaincre des petits soldats à travailler. Donc, il y a facilité pour ces grands élevages, pour les permis de construire. Je vous ai dit réintroduction de l'acétamipride par dérogation. Vous avez une dérogation qui va être élargie. Et puis l'autre point, c'est création de stockage d'eau important. Alors je précise quand même, moi je pense, on verra si je me trompe, je pense que le texte, comme il y a l'acétamipride dedans, et l'autre pour traiter les cerises, là, je pense que le texte va être retoqué au niveau du Conseil constitutionnel. Et je ne suis pas sûr que la loi d'urgence va passer. Je pense que le Conseil constitutionnel va retoquer la loi. Mais cette loi, encore une fois, alors il y a peut-être quelques bricoles qui peuvent améliorer les choses, mais à la marge, mais globalement, cette loi ne va apporter absolument aucun revenu à l'agriculteur. En fait, il facilite pour qu'on travaille plus, qu'on monte des réserves d'eau, qu'on ait des élevages plus grands, qu'on puisse traiter comme les concurrents européens, mais il n'y a rien sur le revenu. Alors, ce qui n'est pas normal, mais ça, normalement, on ne devrait pas en débattre, on a des sénateurs et des députés. Nous, on a décidé d'arrêter l'acétamipride, ça a été une décision, il y a eu une pétition des citoyens, plus de 2 millions de signataires. Les politiques ne sont pas capables d'interdire les produits qui rentrent dans notre pays, qui sont traités avec ces substances. Ça, c'est absolument scandaleux. Alors qu'ils savent le faire pour d'autres professions. Les vétérinaires, on n'a pas le droit de s'approvisionner en produits vétérinaires chez nos voisins, en Espagne ou en Belgique. C'est réglementé, c'est verrouillé. Donc le gouvernement est capable de faire des règles, hein, pour certaines professions, les vétérinaires, les notaires. Là, c'est encadré. Il y a des professions qui sont encadrées. Hein, les règlements sont franco-français, hein, avec des trucs bien précis. Et nous, bah, nous, comme on est la cinquième roue de la brouette, qu'on est des pauvres paysans, eh ben, on nous fait rentrer des produits de l'étranger qui sont traités avec des substances qui sont interdites chez nous. Donc ça normalement, on ne devrait pas en débattre. Si on avait des élus dignes de ce nom, alors je voudrais dire une chose là-dessus. Quand les gens accusent les chefs d'État et de gouvernement, ils ont raison. Macron est responsable, comme était responsable Hollande, Sarkozy et tous les autres. Mais les produits qui viennent, qui rentrent dans notre pays, qui passent les bons de commande, c'est nos structures de l'agroalimentaire. C'est des gens comme le groupe Avril ou Arnaud Rousseau. C'est les centrales d'achat qui commandent les produits hors de nos frontières, qui ne respectent pas les règles de chez nous. C'est pas Emmanuel Macron, hein, il a beau avoir un bon appétit, il ne va pas consommer ça pour lui tout seul avec Brigitte. Donc c'est les entreprises de l'agroalimentaire chez nous qui nous trahissent avec les centrales d'achat, qui font venir ces produits de l'étranger qui ne respectent pas les règles, nos normes à nous. Et puis, même si on avait les mêmes normes, je le dis souvent, ça, même si on met les mêmes normes, on ne tiendra pas
parce que, bah, il y a la main-d'œuvre, il y a la différence du régime social qui n'a rien à voir avec un Ukrainien ou un Néo-Zélandais. Donc le modèle agricole, en fait, on est sur des prix mondialisés et on est sur une économie française avec des produits intérieurs bruts par territoire, territorialisés, avec des coûts franco-français, hein, le coût d'un réparateur, d'un mécanicien, le coût d'un avocat, le coût d'un centre comptable. Un centre comptable, c'est pas le même coût en Ukraine ou au Burundi. Voilà. Hein. On a une première question d'un auditeur. Alors, en tant qu'agriculteur, quelle est votre méga bassine? Comprenez-vous les inquiétudes et la colère des écologistes concernant leur impact sur la ressource en eau et les écosystèmes? Oui, les méga-bassines, ça va pas résoudre le problème. L'irrigation, faut le raisonner par territoire. Il y a des endroits où il y aura besoin de faire du stockage, mais pas en méga-bassines. Faut revenir sur ce qui marchait avant. On stockait l'eau, dans les bas de vallée. Hein. Alors, dans les endroits où c'est pas possible, on peut faire des stockages peut-être ailleurs. Mais avant de savoir s'il faut stocker l'eau, faut savoir si c'est pour produire chez nous, pour notre souveraineté, pour nourrir les 205 millions de repas qu'on consomme chaque jour en France. On consomme 205, 206 millions de repas chaque jour. Il y en a 40 millions en restauration collective. L'irrigation, la généraliser, c'est une connerie. Il faut l'adapter suivant les territoires, faire des grandes bassines géantes partout. Parce que là, eux, le but du jeu, de la loi d'urgence, de Duplon avec la FNSEA, c'est de faire des grandes bassines pour aller prendre des parts de marché à l'exportation, pour livrer ces céréales au port de La Rochelle ou au port du Havre, pour essayer d'avoir des céréales moins chères que Poutine ou que les Ukrainiens. Ça ne marchera pas. C'est un schéma perdant-perdant. Les agriculteurs ne seront pas payés, vous allez financer les bassines, vous, avec vos impôts, et en plus, au niveau environnemental, on coche toutes les mauvaises cases. Donc, il faut raisonner de l'irrigation, mais de façon mesurée, sur certains territoires, pour les horticulteurs, les maraîchers, les productions spécialisées, mais pour la grande culture, faut faire ça dans des départements où il y a des potentiels sans irrigation. Parce que de toute façon, avec le climat, on le voit bien là, ça brûle avec les canicules. Vous pouvez irriguer jour et nuit, hein. Quand ça brûle comme ça, on ne peut pas lutter contre le climat. Donc, il faut qu'on adapte nos cultures au climat. Alors concrètement, comment on peut vous aider dans votre lutte? Alors, Comment le citoyen peut faire? Alors, comment vous pouvez nous aider? Très important. Vous pouvez interpeller le maire de votre commune ou le maire de la Comcom, les communautés d'agglo. Les maires, ils ont l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Ils ont un document qui doit être affiché dans toutes les mairies. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Ça s'appelle le DICRIM. C'est le document contre les risques majeurs. Le maire, qui est officier de police, il a l'obligation de protéger ses populations s'il y a un conflit, une cyberattaque, une attaque sur les réseaux informatique. Je vous précise que 810 magasins ont été paralysés en Suède l'année dernière avec une cyberattaque, magasins à alimentation, donc ils ne pouvaient plus rien distribuer. Heureusement, ils ont réussi à se dépanner. Donc, pour votre info, toutes les grandes villes et les grandes métropoles, on a 72 heures de réserve et ils sont dans les camions frigo qui voyagent sur les routes, les camions blancs. À la 73e heure, s'il y avait un conflit majeur, vous n'avez plus de nourriture. Donc les maires par commune, ils doivent mettre en place les plans communaux de sauvegarde et que l'agriculteur reprenne sa facture. Et quand vous pouvez, interpeller les élus pour qu'ils mettent en place ce plan communal de sauvegarde pour revenir sur des agriculteurs locaux. Et quand c'est possible, je sais bien que dans les grandes métropoles, nous, on va essayer de monter des magasins de producteurs. On essaye d'inciter les gars à faire ça. Il faut revenir chez les exploitants agricoles. Je sais bien que c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut donner une poignée de main. Il faut que les consommateurs, vous, consommateurs, donnez une poignée de main au maire de la commune et à l'agriculteur. Une main à donner. Parce qu'à partir du moment que ça va passer dans les mains de l'agroalimentaire, c'est foutu. L'agriculteur n'aura pas d'argent. Toute la marge va s'en aller là. Donc, il faut absolument court-circuiter le circuit entre nous, les producteurs, et vous, les consommateurs. Sachant que la nourriture, c'est la santé. Et comme vous le savez, l'agroalimentaire, c'est beaucoup de produits transformés. Hein, et on ne sait pas toujours ce qu'on mange. Hein. Vous savez que... alors, ce qui est important quand même pour vos auditeurs,
hein, c'est pas souvent dit ça sur les plateaux. La première puissance au monde, c'est l'industrie agroalimentaire, hein, qui fait 10 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, hein, dans le monde. Première puissance au monde, parce que les gens mangent tous les jours, 3 fois par jour, à part en Afrique. Bon, mais là, globalement, on mange 3 fois par jour. Et c'est la poule aux odeurs. Ces gens-là se font du fric sur le dos, bah, de vous, les consommateurs, et de nous. Et la deuxième industrie au monde, c'est l'industrie pharmaceutique, qui approche maintenant les 2 000 milliards de dollars. Et en dessous, vous avez l'industrie d'armement, 1 000 milliards de dollars. Hein. Mais vous voyez l'autre, 10 000 milliards de dollars. Donc la nourriture, c'est un enjeu clé. Donc certains l'ont compris, bien sûr. Ils ont mis la main sur ce secteur pour faire payer les consommateurs plein pot et puis asservir la paysannerie. Voilà. Eh bien, vous nous avez parlé de manifestations tout à l'heure Oui. de la FNSEA. Vous avez des dates plus précises ou pas encore? Ils vont recommencer, ils vont sortir probablement à septembre-octobre. J'aurai les dates bientôt, mais ils vont ressortir avec Mmh. leur tracteur. Alors, vous allez rigoler, je vais vous faire rigoler, ça va permettre de vérifier ce que je vous dis. Ils vont recommencer à faire le bordel sur les routes, les préfectures, le cinéma, peut-être à l'Élysée, pour obtenir des subventions, tout ça, mais ils vont pas aller où est le problème. Nous, c'est pas Emmanuel Macron qui nous paye nos produits, c'est l'industrie agroalimentaire. Mais ils iront pas manifester chez Lactalis ou dans les coopératives, puisque c'est eux notre patron, c'est eux qui font la facture. Ils en ont peur de ça. Si on va manifester chez ceux qui nous prennent nos produits, ils vont nous mettre à la porte. Donc en fait, on est des esclaves, c'est tout. Mmh, Le tout à problème, il fait. est chez nous, dans la profession. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'on a un syndicat FNSEA qui est en cogestion avec l'agroalimentaire, qui est lui-même un bras de l'agroalimentaire. Donc bien sûr, il y a le loup est dans la bergerie. Et vous savez si la conf et la coordination rurale seront de la partie ou pas? Oui, ils vont manifester, pas avec eux, pas avec à part, mais ils vont manifester à part. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Tout le monde va sortir à la fin de l'année. Tout le monde va sortir parce que la situation bah, se dégrade toujours d'année en année, on se répète. Mais là, avec la sécheresse et l'éclair, que ça accentue les choses parce que comme il n'y avait pas de trésorerie d'avance et que les rendements sont pas bons, globalement en céréales, en vigne, c'est pas bon du tout. On parle de 20-25% de moins de récolte, voire plus. Et puis pour les éleveurs, bah, c'est pas qu'il va manquer de fourrage, on peut les nourrir les animaux. On peut acheter des aliments, hein, les coopératives fabriquent des aliments. Le problème, c'est qu'on peut pas les payer. Donc moi, j'ai déjà plein de copains qui ont vendu leurs troupeaux. Il y a beaucoup de gens qui vont jeter l'éponge. Ça, je vous annonce que beaucoup de gens vont jeter l'éponge. En tant qu'agriculteur, quel regard portez-vous sur les initiatives comme C'est qui le patron ou les produits mettant en avant une meilleure rémunération des producteurs? Alors les démarches qui tirent le prix vers le haut sont toujours intéressantes. Il y a la marque Fair France, créée par 100, qui est une marque 100% agriculteur, 100% française. Le problème de C'est qui le patron, c'est que c'est qu'une petite partie du litrage et il utilise quelques producteurs qui payent plus cher, qu'il envoie sur les plateaux télé et les autres ne sont pas payés. Moi, je reçois des mails des gens qui sont chez C'est qui le patron, ils n'ont jamais été Mmh. payés plus cher que les autres. Hein, il a choisi quelques producteurs qu'il envoie sur les plateaux pour faire du marketing et du business. Donc c'est quand même Mmh. pas tout à fait la réalité des choses. Moi je connais, parce que je suis au cœur du sujet, je sais comment ça se passe. Il a monté son business en arrosant quelques producteurs et en laissant les autres sur le bord de la route. Donc je trouve que c'est pas très très honnête. Il ferait mieux de dire les choses. Il ferait mieux de dire sur 100 agriculteurs, oui, je reconnais, il y en a 3 qui sont bien payés et les 97 autres, ils ne sont pas bien payés. Et ça, il n'a pas le courage de le dire. Merci. Une autre question. Un deal honnête avec les circuits courts, pourrions-nous envisager une action commune des abeilles? Oui, je pense faut faire une action commune avec tous les élus locaux qui veulent jouer le jeu. Il y en a qui veulent jouer le jeu, il y en a un qui a commencé dans le 67, 68, il y a déjà plus de 15 ans, Jean-Claude Minch, il s'appelle. La commune, elle est totalement bio, tout est bio, il est en autonomie même.
en autonomie énergétique avec le solaire, je crois, et éolien. Et il est en autonomie totale. Et les cantines, toutes les maisons de retraite, tout est alimenté par les producteurs locaux en bio 100%. Et là, lui, il a 15 ans d'avance sur tout le monde. Et là, l'agriculteur reprend sa facture. Là, on court-circuite tout le système. Mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers une relocalisation. Tout ce qu'on peut relocaliser, il faut le relocaliser pour que vous ayez des produits dignes de ce nom. Et n'oubliez jamais hein, que la nourriture, c'est la santé. N'oubliez jamais ça. Il y a déjà une autre question. On va prendre une dernière question, 2 questions. Oui, dernière question. Dernière question. Que pensez-vous d'une ferme communale dans chaque commune de France? Les fermes communales, alors je sais que la ville de Lyon, ils ont pris des terres et ils prennent des employés pour avoir des fruits, des légumes. Il y a certains élus écologistes qui font ça. Les agriculteurs sont capables de répondre présent. Si la commune elle veut avoir une partie pour elle, je suis pas forcément contre, mais les agriculteurs sont capables de jouer ce rôle-là. Il suffit de les faire travailler, il suffit de les rémunérer. Ça sera plus simple peut-être que de le gérer par des communes. Les communes, elles ont autre chose à gérer. Localement, nous, on est capable de répondre présent. Il suffit de nous rémunérer, c'est tout. On a tout ce qu'il faut. Il faut nous rémunérer et contourner. Justement, on a tout intérêt à s'entendre avec les élus. Il faut contourner l'agroalimentaire et la grande distribution. Il faut travailler en direct. Tout ce qui est restauration collective, on peut le faire. Et je ne sais pas ce qu'on attend, ce que les élus attendent pour le faire. Sachant que n'oubliez jamais que l'agriculture sur les territoires, quand on joue la carte locale, on consomme local, on a des exploitants agricoles qui ont des salariés. Il y a quand même 810 000 salariés équivalents temps plein dans l'agriculture. Hein. C'est des emplois non délocalisables. Et si on revenait sur des fermes plus petites de taille familiale, il faut revenir sur des fermes de taille familiale. Il ne faut pas aller vers des fermes de 1000 hectares. L'avenir n'est pas là. Ça ne crée pas d'emploi, une ferme de 1000 hectares. Ça détruit la nature et ça fait disparaître les emplois sur les territoires. Il faut revenir sur des fermes de taille familiale qui vont recréer des emplois localement. Et cette main-d'œuvre, par définition, elle n'est pas délocalisable. Parce que si vous produisez de l'agriculture autour de Lyon, bah, les emplois que vous allez dans les exploitations, ils ne vont pas s'en aller, ils vont rester. C'est sûr. Une phrase de conclusion, Philippe, avant de nous quitter? Reprenons notre destin en main. Manger, c'est voter. Donc, c'est les consommateurs. Vous, par vos actes d'achat chaque jour, essayez d'aller voir les élus et de les convaincre qu'il faut se nourrir localement. Parce que, comme avait dit Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Et tous ceux qui disent qu'il y a des empires puissants, les grandes distributions et tout ça, ils sont puissants parce qu'on y va. Si on commence à aller faire les marchés, on va chez les producteurs ou on va chez les marchés. Il existe des marchés hein, de producteurs. Hein. Peut-être pas 100%, mais si vous faites une partie de votre commerce comme ça, ben on va résoudre déjà une partie du problème. Manger, c'est voter. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci d'être revenu nous voir. Merci beaucoup, à bientôt.